J'étais femme de ménage dans la bibliothèque d'un milliardaire. Chaque nuit, je réorganisais secrètement ses livres, contre les ordres de mon patron. Je pensais qu'il ne le remarquait jamais. Puis il m'a convoqué dans son bureau. Je sais ce que vous faites. La peur m'a pétrifié. Je pensais n'être qu'une femme de ménage qui ne pouvait pas s'empêcher d'organiser des livres. Chaque nuit, dans la vaste bibliothèque de Monsieur Lane, je dépoussiérais les étagères et réagençais secrètement sa collection, laissant de petites suggestions de lecture près de son fauteuil, comme des miettes de pain littéraire. J'étais certaine que personne ne remarquait mon activité de bibliothécaire de minuit. Puis il m'a convoqué dans son bureau et a prononcé les mots qui m'ont glacé le sang. Je sais ce que vous faites. À cet instant, j'ai su que ma vie était finie. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi dans les commentaires, quel est le livre qui a changé votre vie? Et si les histoires de talents cachés, de seconde chance et de la magie de la littérature vous parlent, suivez cette page pour ne pas manquer la prochaine. Le domaine des LAN était le genre d'endroit qu'on découvre dans les romans. Vaste, intimidant, et rempli de plus d'argent que la plupart des gens ne voient en toute une vie. J'y travaillais depuis 6 mois dans l'équipe de nettoyage de nuit, et je me sentais toujours comme une intruse chaque fois que je traversais ces halls de marbre. Ma zone attitrée était la bibliothèque, et appeler cela une bibliothèque, c'était comme appeler l'océan une flaque d'eau. 3 étages d'étagères allant du sol au plafond, des échelles roulantes, des coins lecture avec des fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture, et une collection qui ferait pleurer d'envie les bibliothécaires universitaires. On disait que Monsieur Lane, le propriétaire, possédait plus de 50 000 livres. Le problème, c'est qu'il n'avait aucun système de classement. Je l'ai découvert dès ma première nuit, alors que je dépoussiérais la section philosophie et que j'ai trouvé un livre de cuisine coincé entre Nietzsche et Descartes. Un roman d'amour côtoyait une biographie d'Einstein. Des premières éditions de Dickens étaient éparpillées sur différents étages, comme si quelqu'un les avait jetées depuis un hélicoptère. C'était un chaos littéraire, et ma licence de littérature anglaise en pleurait. J'avais obtenu mon diplôme de l'université d'État il y a 3 ans, avec une licence en littérature anglaise et des rêves de travailler dans l'édition ou le monde universitaire. Mais les rêves ne paient pas les prêts étudiants. Et le marché du travail pour les diplômés en lettres était aussi accueillant qu'une bibliothèque fermée à clé. J'avais postulé auprès de dizaines de maisons d'édition, d'agences littéraires et de postes universitaires. Les réponses étaient toujours les mêmes, nous recherchons quelqu'un avec plus d'expérience. Ou, nous avons décidé de retenir un autre candidat. Les quelques entretiens que j'avais décrochés s'étaient terminés par des refus polis et des suggestions de « continuez à enrichir votre portfolio ». Pendant ce temps, mes mensualités de prêt étudiant tombaient chaque mois. Mon loyer n'allait pas se payer tout seul, et mon compte épargne approchait de 0 à une vitesse alarmante. Quand ma colocataire m'a dit que son entreprise de nettoyage recrutait pour des postes de nuit au bon salaire, horaire flexible, aucune expérience requise, j'ai ravalé ma fierté et j'ai postulé. C'est temporaire, me suis-je dit en remplissant le formulaire. Juste le temps de trouver quelque chose de mieux. C'était il y a 18 mois. Mes parents, tous deux col bleu, essayaient de me soutenir. Tu acquiers de l'expérience de vie, disait ma mère lors de nos appels hebdomadaires. Et tu continues à lire, à apprendre. La bonne opportunité se présentera. Mais me retrouver chaque nuit dans cette magnifique bibliothèque, entourée de plus de livres que la plupart des gens n'en voient dans une vie, ressemblait à une forme de torture particulière. J'étais là, moi qui avais passé 4 ans à étudier la littérature, qui avais écrit un mémoire de fin d'études sur l'évolution du narrateur non fiable, qui pouvait débattre pendant des heures des thèmes dans l'œuvre de Toni Morrison, et j'étais payé pour dépoussiérer les dos de livres que j'aurais tués pour avoir le temps de lire. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais probablement la femme de ménage la plus surqualifiée de la ville, travaillant dans la bibliothèque la plus mal organisée que j'ai jamais vue. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. J'étais là pour nettoyer, pas pour juger les compétences organisationnelles d'un milliardaire. Mais chaque nuit, en passant l'aspirateur et en dépoussiérant ce magnifique désordre, cela me dérangeait de plus en plus. Ces livres méritaient mieux. Ils méritaient d'être trouvés, d'être lus, d'être aimés. Alors, j'ai commencé modestement, en déplaçant juste quelques livres là où ils devaient être, en rassemblant tous les Shakespeare, en regroupant la poésie, en créant une petite section de fiction contemporaine qui avait un sens. Puis je suis devenue plus audacieuse. J'ai remarqué que Monsieur Lane avait un fauteuil de lecture, un immense fauteuil en cuir placé près des hautes fenêtres avec une table d'appoint qui contenait toujours le livre qu'il lisait. Les livres changeaient tous les quelques jours et j'ai commencé à prêter attention à ses goûts. Il lisait de tout.
de la fiction littéraire, des biographies, des textes scientifiques, de la philosophie, et même un roman policier de temps en temps. Une nuit, je l'ai trouvé en train de lire un exemplaire usé de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Le soir suivant, j'ai laissé va-et-poste une sentinelle à côté de son fauteuil, avec une petite note écrite sur une fiche de bibliothèque que j'avais trouvée dans un tiroir. Si vous avez aimé retrouver Scout enfant, vous la trouverez peut-être tout aussi fascinante en tant qu'adulte, bien que plus complexe. Une lectrice comme vous. J'ai signé ainsi car je n'osais pas utiliser mon vrai nom. S'il se plaignait au service de nettoyage, il me fallait un déni plausible. Le livre a disparu. La nuit suivante, encouragé, j'ai continué mon travail de curation secret. Quand je l'ai trouvé en train de lire du Murakami, j'ai laissé Chronique de l'oiseau à ressort avec une note sur le réalisme magique. Quand il a fini une biographie de Churchill, j'ai suggéré Les Canons doux pour plus de détails sur le leadership en temps de guerre. Chaque livre disparaissait. Chaque note s'envolait. Et lentement, j'ai commencé à voir des changements dans la bibliothèque elle-même. Des livres étaient retournés sur les étagères dans les sections que j'avais organisées. Le chaos se transformait en ordre, une petite zone à la fois. Je me disais qu'ils ne le remarquaient probablement même pas. Les gens riches avaient du personnel pour tout. Peut-être que quelqu'un d'autre déplaçait les livres, suivant un système que je ne comprenais pas. Mais au fond de moi, j'espérais qu'ils lisaient mes recommandations. J'espérais que quelque part dans ce vaste et froid manoir, quelqu'un découvrait de nouvelles histoires grâce à mon activité de bibliothécaire de minuit. Gérard Lannes était une légende dans le monde de la tech et un fantôme dans sa propre maison. Je travaillais au domaine depuis 6 mois et je l'avais vu peut-être 5 fois, toujours de loin. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 45 ans, avec des cheveux sombres qu'il semblait passer la main dedans quand il réfléchissait, et ce genre de concentration intense qui donnait l'impression qu'il pouvait voir à travers les murs. Les autres membres du personnel parlaient de lui à voix basse, et rien de ce qu'il disait n'était particulièrement encourageant. Il a renvoyé la dernière bibliothécaire pour avoir déplacé un seul livre sans permission. Il ne lui a même pas laissé une chance de s'expliquer, il l'a juste fait escorter par la sécurité. Une fois, il a fait refaire tout un menu de dîner parce que la salade avait été servie dans les mauvaises assiettes. Cet homme remarque tout et ne pardonne rien. Ces histoires dépeignaient quelqu'un de brillant mais impossible, couronné de succès mais isolé. Il avait bâti un empire technologique valant des milliards. Mais d'après le personnel, il ne faisait confiance à personne et semblait apprécier encore moins de gens, ce qui rendait mon organisation secrète de livres de plus en plus dangereuse. Chaque nuit, en déplaçant soigneusement les volumes et en laissant mes petites notes, j'imaginais la conversation où je devrais m'expliquer. Eh bien, monsieur Lane, je sais que vous n'avez pas demandé mon avis, mais je pensais que vous aimeriez un peu de Toni Morrison après avoir terminé cette biographie de James Baldwin. Ce serait une conversation très courte se terminant par mon licenciement immédiat. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. La bibliothèque était trop belle, trop pleine de potentiel pour la laisser en plein chaos. Et les livres que je recommandais continuaient de disparaître, ce qui devait bien signifier quelque chose. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Le fauteuil de lecture était toujours positionné pour capter la meilleure lumière naturelle pendant la journée. Il y avait des lunettes de lecture sur la table d'appoint, des lunettes chères, avec une correction qui suggérait quelqu'un qui passait beaucoup de temps avec les livres. Parfois, je trouvais plusieurs marque-pages éparpillés, comme s'il lisait plusieurs livres simultanément. Ce n'était pas quelqu'un qui collectionnait les livres comme décoration. C'était quelqu'un qui les lisait vraiment, qui vivait avec eux, qui en avait besoin. Une nuit, j'ai trouvé un carnet à côté de son fauteuil, rempli d'une écriture que j'ai supposée être la sienne. Les pages que j'ai pu voir contenaient ce qui ressemblait à des notes de lecture, des citations, des pensées, des réactions à ce qu'il lisait. L'écriture était précise mais hâtive, comme quelqu'un qui essaie de capturer des idées avant qu'elles ne s'échappent. Je ne l'ai pas lu. Cela aurait été une violation de trop. Mais le voir m'a fait me sentir moins seul dans mon obsession littéraire. Quelque part dans ce manoir, il y avait une autre personne qui pensait que les livres méritaient qu'on prenne des notes à leur sujet, qu'on ait des conversations avec eux, même si ces conversations étaient à sens unique. Mon travail de curation secret ressemblait moins à une intrusion qu'à une collaboration. 3 semaines après le début de mon projet non autorisé de réorganisation de la bibliothèque, j'ai fait une découverte qui a tout changé. J'étais en train de ranger de la poésie que j'avais trouvée dispersée sur 3 étages différents quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les livres que je recommandais ne faisaient pas que disparaître. Ils étaient replacés à des endroits spécifiques.
Pas des endroits aléatoires, mais des emplacements soigneusement choisis qui suggéraient que quelqu'un était en train de construire son propre système d'organisation. Le Toni Morrison que j'avais suggéré après sa lecture de James Baldwin était maintenant rangé avec d'autres œuvres de la littérature afro-américaine. L'ouvrage d'histoire de Barbara Tuchman que j'avais recommandé était regroupé avec d'autres récits non fictionnels. Quelqu'un ne se contentait pas de lire mes suggestions, mais les intégrait dans une stratégie de collection plus large. Enhardi par cette preuve que mes recommandations étaient appréciées, j'ai commencé à laisser des notes plus détaillées. Au lieu de simplement suggérer des livres, j'ai commencé à expliquer les liens entre les auteurs, les thèmes qui reliaient différentes œuvres, les contextes historiques qui pouvaient améliorer la compréhension. Quand je l'ai trouvé en train de lire 1984, j'ai laissé le meilleur des mondes avec une note sur la littérature dystopique et sur la façon dont Orwell et Huxley avaient imaginé des avenirs différents mais tout aussi terrifiants. Quand il a fini une biographie de Marie Curie, j'ai suggéré La vie immortelle d'Henrietta Lacks avec des réflexions sur la science, l'éthique et les histoires que nous racontons sur la découverte. Mes notes sont devenues plus longues, plus personnelles. Je me suis retrouvé à partager non seulement les livres qu'ils pourraient apprécier, mais aussi pourquoi ils étaient importants, ce qu'ils avaient signifié pour moi, comment ils se connectaient à des conversations plus larges sur l'humanité, l'art et notre façon de vivre. J'avais les conversations littéraires dont j'avais toujours rêvé, même si elles étaient complètement à sens unique. Puis, une nuit, j'ai trouvé quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. À côté de son fauteuil de lecture se trouvait un nouveau carnet, différent de celui que j'avais aperçu auparavant. Celui-ci était ouvert à une page qui était clairement destinée à être vue par moi. Dans cette même écriture précise, quelqu'un avait écrit « À ma mystérieuse bibliothécaire, vos recommandations ont été extraordinaires, vos analyses réfléchies et éclairantes. J'ai hâte de découvrir ce que vous suggérerez ensuite. Merci de m'aider à voir ma propre collection avec un regard neuf. » Un lecteur reconnaissant. J'ai fixé la note pendant 5 bonnes minutes, les mains tremblantes en tenant mon chiffon à poussière. Il savait. Il avait su depuis le début. Et au lieu d'être en colère, il était reconnaissant. J'ai regardé la bibliothèque avec un nouveau regard, soudain consciente que ce n'était plus seulement mon secret. Quelque part dans cette vaste maison, quelqu'un prêtait attention à mon travail, appréciait ma passion, s'engageait avec mes idées. Pour la première fois depuis que j'avais commencé à travailler au domaine, je ne me sentais plus comme une intruse. Je me sentais comme une collaboratrice. Cette nuit-là, j'ai laissé une note plus longue que d'habitude avec ma recommandation. J'ai suggéré L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón et j'ai écrit sur la magie des bibliothèques, sur les livres qui trouvent leurs lecteurs, sur la façon dont les histoires peuvent créer des liens entre des inconnus. J'ai signé pour la première fois avec mon vrai nom, Carrie. L'appel est arrivé un mardi matin, juste au moment où je rentrais de mon service. Je travaillais au domaine depuis 7 mois, et ma correspondance secrète avec Monsieur Lane durait depuis près de 2 mois. Je m'étais habitué à notre échange littéraire, devenant même assez audacieuse pour parfois être en désaccord avec ses choix de lecture dans mes notes. Mademoiselle Michael ? La voix au téléphone était nette, professionnelle. Ici Margot, l'assistante personnelle de Monsieur Lane. Il aimerait vous voir dans son bureau cet après-midi à 14 heures. Mon sang se glaça. Pardon, quoi ? Monsieur Lane aimerait vous rencontrer aujourd'hui à 14 heures. L'adresse est. Je connais l'adresse, dis-je faiblement. Puis-je demander de quoi il s'agit ? Il vous expliquera à votre arrivée. Veuillez utiliser l'entrée principale. L'entrée principale, pas la porte de service que j'utilisais depuis des mois. C'était sérieux. J'ai passé les 4 heures suivantes dans un état de panique. Il savait pour les livres. C'était clair d'après notre échange de notes. Mais peut-être avait-il finalement décidé que c'était inapproprié. Peut-être que quelqu'un s'était plaint. Peut-être avais-je franchi une ligne avec l'une de mes recommandations ou commentaires. J'ai pensé à la note que j'avais laissée la veille avec un exemplaire de La voleuse de livres. J'avais écrit sur le pouvoir des mots, sur la façon dont les livres pouvaient survivre même lorsque tout le reste était détruit. Était-ce trop personnel, trop présomptueux ? Je me suis changé 3 fois, optant finalement pour une simple robe noire qui semblait appropriée aussi bien pour un entretien d'embauche que pour un enterrement. Compte tenu de ma situation, ça pouvait être l'un ou l'autre. L'entrée principale du domaine des Lanes était encore plus intimidante que je ne l'avais imaginé. Des marches en marbre menaient à d'immenses portes en chêne qui pesaient probablement plus que ma voiture. J'ai sonné et j'ai attendu, le cœur battant la chamade contre mes côtes.
Margot s'est avérée être une femme d'une cinquantaine d'années avec des yeux bienveillants et un sourire rassurant. Mademoiselle Michael, pile à l'heure. Monsieur Lane vous attend dans son bureau. Elle m'a guidé à travers des couloirs que je n'avais vus que dans l'obscurité, passant devant des pièces remplies d'œuvres d'art dignes d'un musée. Tout était beau, cher et légèrement froid, comme un hôtel très élégant où personne ne vivait vraiment. Le bureau était différent. Plus petit que ce à quoi je m'attendais, tapissé de livres, rempli de ce genre de désordre confortable qui suggère que quelqu'un y travaille vraiment. Il y avait des papiers éparpillés sur un immense bureau, des tasses à café qui n'avaient pas été débarrassées, et des lunettes de lecture dans au moins 3 endroits différents. Et là, se levant d'un fauteuil près de la fenêtre, se tenait Gérard Lannes. Il était plus grand qu'il n'y paraissait de loin, et ses yeux étaient d'un brun si foncé qu'il semblait tout remarquer. Il avait l'air fatigué, réalisait-je, d'une manière qui allait plus loin qu'un simple besoin de sommeil. « Mademoiselle Michael, dit-il, et sa voix était plus chaleureuse que je ne l'avais prévu. Merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis perché sur le bord d'un fauteuil en cuir, les mains jointes sur mes genoux comme une écolière convoquée chez le directeur. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai demandé de venir, dit-il. J'ai une petite idée, dis-je doucement. Et je tiens à m'excuser. Je sais que j'ai outrepassé mes droits. Je n'aurais pas dû toucher à vos livres sans permission et je n'aurais certainement pas dû laisser de notes. C'est juste que, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il m'a étudié un long moment et je me suis préparé au sermon sur les limites à ne pas dépasser et le comportement approprié. Au lieu de cela, il a souri. Mademoiselle Michael, dit Monsieur Lane en s'installant dans le fauteuil en face de moi. Je dois vous montrer quelque chose. Il prit une tablette sur son bureau et tapota l'écran plusieurs fois. Ce sont les enregistrements de sécurité de la bibliothèque. Je vous ai observé travailler. Mon estomac se noie. Bien sûr, il y avait des caméras. Bien sûr, il m'avait observé. J'allais être licencié, peut-être même arrêté pour vol ou destruction de biens. Mais quand il a tourné la tablette vers moi, j'ai vu quelque chose d'inattendu. L'écran me montrait, la nuit précédente, en train de déplacer soigneusement des livres, de dépoussiérer des étagères et, oui, de laisser ma note près de son fauteuil de lecture. Mais la façon dont il avait monté les images, ça ressemblait moins à de la surveillance qu'à de la documentation. Je vous regarde réorganiser ma collection depuis des mois. Au début, j'étais agacé. Personne ne touche à mes livres sans ma permission. J'étais prêt à vous faire renvoyer. J'ai grimacé. Mais il a continué, puis j'ai commencé à prêter attention à ce que vous faisiez. Vous ne déplaciez pas les livres au hasard. Vous créiez des systèmes, tissiez des liens, rendiez la collection plus accessible. Et vos recommandations, dit-il en désignant une pile de livres sur son bureau. C'était tout ce que j'avais suggéré au cours des 2 derniers mois. Elles ont été extraordinaires. Je suis désolé, répétai-je. Je sais que je n'aurais pas dû. Il dit fermement, arrêtez de vous excuser. Vous avez fait quelque chose de remarquable ici. Vous avez pris une collection que j'avais accumulée mais jamais correctement organisée, et vous l'avez transformée en quelque chose de fonctionnel. Plus que ça, vous m'avez fait découvrir des livres que je n'aurais jamais trouvés par moi-même. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, me tournant le dos. Puis-je vous dire quelque chose, mademoiselle Michael? Quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre? J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. Je suis en train de devenir aveugle. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. J'ai senti mon souffle se couper. C'est une maladie génétique, dégénérative. Je sais depuis 2 ans que ça allait arriver, mais ça s'accélère plus vite que les médecins ne l'avaient prédit. Je peux encore voir, mais la lecture devient difficile. Les mots se brouillent, surtout par faible luminosité. Il me reste peut-être 6 mois avant que la lecture ne devienne impossible. Il se retourna pour me faire face, et je pus voir la douleur dans ses yeux. Pas une douleur physique, mais la douleur de quelqu'un qui fait face à la perte de quelque chose d'essentiel. Les livres ont été mon refuge toute ma vie. Quand je construisais l'entreprise, travaillant 18 heures par jour, gérant les réunions du conseil d'administration et les OPA hostiles, je rentrais chez moi et je lisais. C'était la seule chose qui me gardait sain d'esprit, la seule chose qui semblait réelle. Je voulais dire quelque chose, mais je ne trouvais pas de mots qui semblaient adéquats. Quand le diagnostic est tombé, j'ai commencé à acheter des livres frénétiquement. Des premières éditions, des manuscrits rares, des collections entières.
Je me disais que je les préservais, mais en réalité, je ne faisais que les accumuler, essayant de m'entourer de toutes les histoires que je ne pourrais peut-être jamais lire. Il désigna la bibliothèque au-delà de son bureau. 53 000 livres, Mademoiselle Michaël, et je me noyais dedans. Il devenait un monument à tout ce que j'étais sur le point de perdre au lieu d'une célébration de tout ce que j'avais aimé. Puis vous avez commencé à les organiser. Et plus que ça, vous avez commencé à me parler d'eux. Vos notes n'étaient pas de simples recommandations. C'étaient des conversations. Vous partagiez votre passion, vos idées, votre amour pour la littérature. Pour la première fois depuis des mois, les livres sont redevenus des amis au lieu de rappels de ce que je perdais. J'ai enfin retrouvé ma voie. Monsieur Lane, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez intéressé. Parce que j'ai une proposition à vous faire. Il se pencha en avant, son expression intense mais pleine d'espoir. Je veux vous offrir un emploi. Pas en tant que femme de ménage, mais en tant que ma bibliothécaire et lectrice personnelle. Je veux que vous cataloguiez et organisiez correctement ma collection. Je veux que vous me lisiez des livres, pour m'aider à les vivre d'une nouvelle manière. Je veux que vous soyez mes yeux dans le monde de la littérature. Je l'ai dévisagé, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? Le salaire serait de 150 000 $ par an, plus les avantages sociaux, plus une allocation de logement si vous souhaitez vivre sur le domaine. Vous auriez une autorité totale sur la bibliothèque, un budget pour les nouvelles acquisitions, et la liberté d'organiser la collection comme vous le jugerez bon. Mon esprit vacillait. 150 000 $, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 dernières années réunies. C'était une somme qui changeait une vie. Mais plus que ça, vous me feriez confiance avec votre collection? Mademoiselle Michaël, vous avez déjà fait vos preuves. Vous avez traité mes livres avec plus de soin et de compréhension que moi-même. Vous m'avez montré des liens que je n'avais jamais vus. Vous m'avez fait découvrir des auteurs que je n'aurais jamais découverts. Vous m'avez rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de la lecture en premier lieu. Il sortit un dossier de son bureau. J'ai demandé à mes avocats de rédiger un contrat. Prenez-le. Lisez-le. Réfléchissez Y. Mais j'espère que vous direz oui. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend que les livres ne sont pas seulement des objets, ce sont des portails. Et vous avez déjà prouvé que vous savez comment les ouvrir. J'ai dit oui avant même de lire le contrat. 3 semaines plus tard, je me tenais dans la bibliothèque ma bibliothèque, désormais avec une équipe de catalogueurs professionnels, un nouveau système informatique et un budget qui me donnait le vertige. Monsieur Lane Gérard, comme il m'avait demandé de l'appeler, m'avait donné un contrôle créatif total sur le projet de réorganisation. Mais le meilleur moment arrivait l'après-midi, quand les catalogueurs rentraient chez eux et qu'il ne restait que nous deux. Je n'avais jamais lu à voix haute pour un autre adulte auparavant, mais Gérard était un public généreux. Il écoutait avec une attention qui rendait chaque mot important. Quand je lisais un dialogue, il souriait aux voix que je donnais aux différents personnages. Quand j'atteignais un passage particulièrement beau, il me demandait de le relire. Nous avons commencé avec les 7 Marie d'Evelyn Hugo parce que je pensais qu'il apprécierait la structure narrative. Il était fasciné par la façon dont le récit se déroulait, par la complexité des personnages, par les thèmes de l'identité et de la réinvention. Je n'aurais jamais choisi ce livre par moi-même, a-t-il admis lors d'une de nos sessions. Je l'aurais rejeté en pensant que ce n'était pas pour moi. Mais tu as raison. C'est brillant. C'est devenu notre routine. Je choisissais des livres qui remettaient en question ses préjugés, qui le sortaient de sa zone de confort, qui lui montraient de nouvelles perspectives. Nous avons lu de la fiction littéraire, de la poésie, des mémoires, des classiques qu'il avait manqués et des œuvres contemporaines qui remodelaient le paysage littéraire. Et nous parlions. Oh, comme nous parlions. Des thèmes et des personnages. De la façon dont les auteurs utilisaient le langage, de la manière dont les histoires reflétaient et façonnaient le monde qui nous entoure. Les conversations dont j'avais toujours rêvé. Les discussions littéraires que j'avais imaginées à l'université. Elles se produisaient chaque jour dans cette magnifique bibliothèque. Gérard était brillant, perspicace et étonnamment drôle. Il avait des théories sur les narrateurs non fiables et des opinions bien arrêtées sur la virgule d'Oxford. Il pouvait citer des sonnets de Shakespeare de mémoire et avait lu tous les romans d'Agatha Christie au moins 2 fois. Tu sais, dit-il un après-midi alors que je terminais la lecture d'un passage particulièrement émouvant de Beloved, je pensais que perdre la vue signifierait perdre les livres pour toujours. Mais ça, c'est différent.
Mieux, d'une certaine manière. Quand tu lis, j'entends des choses que je manquais en lisant en silence. Le rythme de la langue, la musique des mots. Vraiment? Vraiment. Et avoir quelqu'un avec qui discuter des livres immédiatement, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant. La lecture a toujours été solitaire pour moi. Là, j'ai l'impression d'être dans une communauté. Quelques semaines après le début de notre routine de lecture, Gérard posa son café et parut pensif. Puis-je te poser une question personnelle, Carrie? Bien sûr. D'où te vient cet amour pour les livres? La façon dont tu parles de la littérature, ce n'est pas juste une lecture occasionnelle. Il y a une vraie profondeur. J'ai souri, en repensant au passé. Ma grand-mère, en fait. Elle était bibliothécaire dans une petite ville de l'Oregon. Chaque été, mes parents m'envoyaient chez elle, et elle me laissait l'aider à la bibliothèque. J'avais peut-être 8 ans, je tamponnais les dates de retour et je rangeais les livres d'images, pensant que j'avais le travail le plus important du monde. Ça a l'air magique. Ça l'était. Mais la vraie magie se produisait la nuit. Mamie préparait du chocolat chaud et nous nous asseyions dans son salon, qui était en fait une deuxième bibliothèque, et elle me lisait des histoires. Pas des livres pour enfants, mais de la vraie littérature. Steinbeck, Harper Lee, même un peu de Dickens. Quand j'ai grandi, elle s'arrêtait toutes les quelques pages pour me demander ce que j'en pensais, comme si mon opinion comptait vraiment. Gérard se pencha en avant, sincèrement intéressé. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. Elle disait toujours que les livres étaient comme les gens. Certains vous plaisent immédiatement, d'autres vous séduisent avec le temps, et certains vous mettent au défi de manière à vous rendre meilleur. Elle m'a appris que la lecture n'était pas seulement un divertissement. C'était une conversation avec les plus grands esprits de l'histoire. C'est pour ça que tu as étudié la littérature? En partie, mais aussi parce que je voulais comprendre comment les histoires fonctionnent, pourquoi certains livres restent avec vous pour toujours tandis que d'autres s'estompent. Je pensais devenir professeur ou peut-être travailler dans l'édition, aider à faire connaître de nouvelles voix au monde. J'ai fait une pause, me souvenant de l'optimisme que j'avais ressenti en traversant cette scène de remise des diplômes. Que s'est-il passé? La réalité, dis-je avec un rire empreint de regret. Il s'avère que le monde littéraire est beaucoup plus petit et plus compétitif que je ne l'avais imaginé, et beaucoup moins intéressé par l'embauche de jeunes diplômés avec de grands rêves et de petits comptes en banque. Alors, tu as fini par faire le ménage au lieu de la curation. Oui. Mais tu sais ce qui est drôle? Travailler dans ta bibliothèque, même en tant que femme de ménage, me semblait plus proche du monde de ma grand-mère que n'importe lequel de ces emplois auxquels j'ai postulé. Être entouré de livres, même si je ne pouvais pas tous les lire, c'était comme rentrer à la maison. Gérard resta silencieux un moment. Elle serait fière de toi, je pense. Ta grand-mère. Tu as trouvé un moyen d'honorer les livres même quand les chemins traditionnels t'étaient fermés. Je l'espère, dis-je doucement. Elle disait toujours, le bon livre vous trouve au moment où vous en avez le plus besoin. Je n'avais jamais pensé que cela s'appliquait aussi aux emplois. 6 mois après ma prise de fonction, Gérard fit un autre geste généreux. Il avait remarqué que mon trajet depuis l'autre bout de la ville grignotait mon temps de lecture et me coûtait une part importante de mon salaire en essence et en loyer. J'ai une proposition, dit-il un après-midi. Il y a un pavillon d'amis sur la propriété qui est vide depuis des années. Il est entièrement meublé, à sa propre entrée, et se trouve à environ 5 minutes à pied de la bibliothèque. Serais-tu intéressé à y vivre? Je pourrais ajuster ton salaire pour inclure le logement dans ton package de rémunération. J'étais stupéfaite. Le pavillon était charmant. Un espace petit mais confortable avec une cheminée, une cuisine moderne et de grandes fenêtres donnant sur les jardins du domaine. Plus important encore, cela me permettrait d'économiser de l'argent et d'être plus proche du travail que j'aimais. Tu es sûr, demandai-je. Ça me semble trop. Carrie, tu as transformé non seulement ma bibliothèque, mais toute ma relation avec les livres. T'avoir à proximité signifie que je peux me concentrer sur la littérature au lieu de la logistique. C'est pratique pour nous deux. Et je pensais que tu aimerais vivre plus près des livres. J'ai emménagé le mois suivant. Vivre sur le domaine semblait surréaliste au début, mais c'est rapidement devenu mon chez-moi. Je pouvais me rendre au travail en marchant à travers de magnifiques jardins. J'avais mon propre espace pour me retirer, et j'économisais assez d'argent pour enfin commencer à rembourser mes prêts étudiants de manière agressive. Mais le meilleur,
c'était de voir Gérard redécouvrir son amour des livres. La tristesse qui avait assombri ses yeux lors de notre première rencontre avait disparu, remplacée par la curiosité et l'excitation. Il avait un chien guide, un golden retriever nommé Dickens, et avait commencé à assister à des événements littéraires en ville, utilisant sa nouvelle perspective pour interagir avec les livres de manière qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. « Tu as changé ma vision de la littérature », m'a-t-il dit un soir alors que nous terminions la bibliothèque de minuit. Je pensais que perdre la vue signifierait perdre les histoires. Au lieu de ça, cela m'a permis de trouver une meilleure façon de les vivre. Un an plus tard, Gérard a décidé d'ouvrir sa bibliothèque au public. Un jour par semaine, nous avons commencé à accueillir des groupes de lecture, des rencontres avec des auteurs et des programmes d'alphabétisation pour les écoles locales. La bibliothèque qui avait été un trésor privé est devenue une ressource pour la communauté, un lieu où les gens pouvaient découvrir la même magie qui nous avait réunis. Je laisse encore des notes près de son fauteuil de lecture parfois. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais maintenant, ce ne sont plus des recommandations secrètes d'une mystérieuse bibliothécaire. Ce sont des messages entre amis, entre deux personnes qui comprennent que les livres ne sont pas seulement un divertissement ou une décoration. Ce sont des ponts entre le passé et le présent, entre différentes perspectives, entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais trouvées sans la magie d'une histoire partagée. Et chaque après-midi, quand je m'installe dans mon fauteuil et que j'ouvre un nouveau livre, quand j'entends les pas de Gérard et le doux halètement de Dickens qui me rejoignent dans notre bibliothèque, je me souviens que parfois, les meilleures histoires ne sont pas celles que nous lisons. Parfois, ce sont celles que nous vivons. Une belle histoire sur les talents cachés, les liens inattendus et le pouvoir transformateur de la littérature. Quel livre recommanderiez-vous à quelqu'un qui essaie de retomber amoureux de la lecture? Partagez vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de livre, de seconde chance et de la découverte de sa vocation a touché votre cœur, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes sur la façon de trouver sa place. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.